Remue-ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-ménage. Remue-ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-ménage. Le jugement du procès Khalifa Sall et les appels de ses avocats et ceux de l'État, la question de l'indépendance de la justice et le jugement de la saisine des biens de Karim Wade en France. Pour parler de toutes ces questions, Remue-ménage reçoit ce dimanche 1er avril 2018 Ndiak Fall, juriste et pénaliste à l'UCAD, et Babacar Ndiaye, coordonnateur du think tank Citoyen Watch, diplômé en sciences politiques et relations internationales. Remue-ménage, c'est ce dimanche 1er avril de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité. Dimanche 1er avril 2018, bienvenue à tous. Tout d'abord, bonne fête de Pâques à tous les catholiques du monde, plus particulièrement à ceux du Sénégal, du groupe Futurs Médias de la RFM. Avec nous donc Ndiak Fall, spécialiste du droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Babacar Ndiaye, coordinateur du think tank Wati, un think tank citoyen, un club de réflexion. Babacar Ndiaye est diplômé de sciences politiques et en relations internationales. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Khalifa Sall, le député maire de Dakar, a été condamné à 5 ans de prison dans l'affaire de la caisse d'avance. Une condamnation assortie d'une amende de 5 millions de francs CFA et la saisie de 1/5 de ses biens. Ses avocats ont fait appel, idem pour ceux de l'État. Le juge l'a déclaré avec Mbaye Touré et Yaya Bodian coupables de plusieurs délits, dont escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux en écriture de commerce, l'association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et détournement de deniers publics ont été écartés. Ndiak Fall, vous êtes pénaliste, analyste aussi juridique. Comment analysez-vous ce jugement en première instance? Bien, tout d'abord, je salue mon co-débatteur, M. Babacar Ndiaye. Je salue vos auditeurs. Je souhaite une excellente fête à la communauté chrétienne, de joyeuses Pâques et une excellente fête du 4 avril à tous les Sénégalais. Ceci étant, évidemment, la décision de première instance vient de tomber à propos de l'affaire Khalifa Sall. Pour le moment, il m'est difficile de me prononcer dans la mesure où je ne pourrais me prononcer valablement que quand j'aurai une copie de la décision qui a été rendue. Ceci étant, il convient de souligner qu'il s'agit d'une décision de première instance et que les voies de recours sont ouvertes. Autrement dit, il est indiqué que les avocats, à la fois de la partie civile, mais également les avocats de l'État, interviennent. Autrement dit, vont interjeter appel. Donc, il y aura une seconde décision qui sera prise. Donc, pour le moment, ce n'est qu'une décision qui revêt un caractère précaire. Autrement dit, même si on a estimé qu'il y a condamnation, en réalité, les choses restent en l'état. Et donc, il est quelque peu difficile de préjuger de ce que l'avenir donnera. Donc, en termes clairs, il y a 2 autres instances qui peuvent intervenir, la Cour d'appel et la Cour de cassation après. Tout à fait. Donc, il y aura d'abord la juridiction d'appel, c'est-à-dire la Cour d'appel de Dakar, qui va statuer. Et la Cour d'appel va statuer en fonction des critiques qui seront faites à la décision de première instance. Autrement dit, il est tout à fait possible que l'entièreté de la décision soit critiquée, tout comme il est possible que certaines parties de la décision de première instance soient critiquées. Tout dépendra donc de ce que les avocats des différentes parties vont donner comme moyen, c'est-à-dire comme argument face à la première décision qui va être critiquée. Au niveau de la Cour d'appel aussi, il se peut qu'il y ait aussi un appel pour aller à la cassation. Non. En réalité, quand il y aura la décision d'appel, si l'une ou les parties ne sont pas satisfaites, il y aura, disons,
un dernier recours. C'est la Cour suprême qui va statuer. Et donc, la Cour suprême, si elle statue, de deux choses l'une. Ou bien elle estime que la décision rendue en appel est tout à fait conforme à la règle de droit. Dans ce cas-là, elle va rejeter en quelque sorte la prétention des parties et c'est la décision de la Cour d'appel qui va s'appliquer. Elle deviendra définitive. Deuxième cas de figure, la décision de la Cour suprême infirme la décision rendue en appel. Dans ce cas, on va retourner à nouveau à la Cour d'appel autrement composée. Donc, l'affaire n'est pas encore terminée. Donc, c'est une longue procédure, en Absolument. fait. Babacar Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et en même temps coordinateur du think tank Wati, qui réfléchit beaucoup sur des questions justement de justice. D'ailleurs, jeudi dernier, vous planchiez sur ce sujet bien précis. Quelle lecture faites-vous de ce jugement en première instance? Merci beaucoup, M. Diop, pour l'invitation. Et je souhaite aussi une bonne fête de Pâques à tous nos frères chrétiens. Écoutez, comme M. Fall vient de le dire, et je partage tout à fait son opinion, nous sommes dans une première phase de la procédure. Il y a eu un jugement qui a été rendu ce vendredi, et donc clos de fait le premier chapitre de cette procédure. Et maintenant, celui qui a été condamné a valablement le droit d'interjeter en appel, et ensuite la procédure va se poursuivre. Mais ce qu'on peut dire, c'est vraiment que depuis un an et voire plus, on a quand même vécu au rythme de cette affaire. Certains nous ont dit que cette affaire est plutôt politique. D'autres nous ont dit que non, c'est plutôt une affaire qui rentre dans la droite ligne de ce qu'on appelle la reddition des comptes. Lorsqu'un élu gère les deniers publics, on est en droit de voir comment sa gestion a été, si elle a été bonne ou pas, et ensuite les corps de contrôle qui font ce travail-là peuvent faire des rapports, et ensuite, si la gestion a été bonne ou pas, on peut agir. Et donc c'est vraiment cette question-là, moi, qui m'interpelle. C'est vraiment, dans la démocratie aujourd'hui, il faudrait que, par rapport aux questions de justice, qu'on ait vraiment beaucoup plus de recul, et essayer de voir les choses de manière beaucoup plus froide et essayer d'éviter un peu tout ce qui est passion et autre chose. Oui, M. Diakfal, il y a eu beaucoup avant ce procès-là, et même aujourd'hui avec le procès, il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de considérations et beaucoup aussi d'émotions autour du procès. Certains disent que c'est un procès politique, d'autres disent que c'est un procès de reddition des comptes, entre autres. Mais quelle lecture vous faites de ça? Si vous voulez, dans ce procès, évidemment, dire qu'il s'agirait d'un débat purement judiciaire, cela me paraît quelque peu inexact. Autrement dit, il y a ici une imbrication du politique et du judiciaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, évidemment, la personne qui est attraite au niveau des juridictions, elle est une personnalité politique. Et je crains même que dans cette affaire, il n'y ait ce qu'on appelle le syndrome Jacques Chirac. C'est-à-dire? Le syndrome Jacques Chirac, c'est qu'en son temps, M. Jacques Chirac avait été maire de Paris. Et donc, de la mairie de Paris, il est allé à la conquête de l'Élysée. Dans cette posture, donc, on peut dire que M. Khalifa Sall est maire de Dakar, et il peut avoir certaines ambitions. Il se trouve que cela peut évidemment interférer un peu sur l'affaire, disons, qui le concerne. Donc, ceci étant, évidemment, on peut vous reprocher des infractions déterminées. Mais en général, prévoir tout simplement qu'il s'agit d'une infraction de droit commun qui n'aurait aucun rapport avec la politique, cela me paraîtrait quelque peu curieux. Autrement dit, il y a une imbrication et du politique et du judiciaire. Maintenant, comment Babacar Ndiaye travaille pour démêler l'échafaud entre ce qui est considéré comme étant une question politique due à la personnalité de Khalifa Sall, qui est maire de Dakar, député maire de Dakar, et les infractions en tant que telles, les faits?
C'est une question qui est intéressante et qui se pose avec acuité. Je pense aussi que ce qu'on devons faire, et ce procès doit peut-être permettre cela, c'est vraiment de mettre en place un cadre réglementaire qui puisse vraiment montrer et clarifier auprès des citoyens ce qu'on appelle une caisse d'avance, des fonds secrets, des fonds politiques. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, de l'argent public est utilisé dans la politique. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, il faudrait vraiment qu'on ait des organes indépendants qui puissent, à ce niveau-là, vraiment, pour qu'on soit pas à démêler ce qui est politique et ce qui est plutôt juridique. C'est vraiment une bonne organisation qui nous permet de pouvoir voir comment sont financés les partis politiques, comment on finance les activités politiques, et de manière générale, comment l'argent public qui est mis en politique est géré. Et pour moi, c'est une question qui se pose avec acuité, et c'est la simple réponse à apporter par rapport à ces situations-là qui, quand même, créent un précédent. Est-ce que le problème dans notre pays, c'est les textes qui ne sont pas clairs dans l'utilisation des fonds politiques, des fonds de deniers publics, ou bien c'est l'interprétation qui est faite de cela qui fait que ça embrouille un peu les gens? Qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez, il m'est difficile de répondre de manière catégorique puisque je ne suis pas un spécialiste du droit financier. Et donc, partant de là, je crois qu'il est important que les textes soient suffisamment clairs au niveau de leur élaboration pour ne pas prêter à équivoque. Puisque s'il y a équivoque, évidemment, cet équivoque... Ça peut être l'objet de toutes les interprétations. Exactement, cet équivoque est susceptible d'entraîner des interprétations diverses. Et donc, un texte, quand il est clair, évidemment, il n'a pas besoin d'être interprété. Par contre, s'il y a des doutes quant à la clarté du texte, il y a toujours possibilité de contestation. Les partisans du maire de Dakar disent qu'ils ne comprennent pas que Khalifa Sall soit peut-être l'une des rares personnes à traiter devant la justice, alors qu'il y aurait d'autres dossiers concernant d'autres personnalités qui sont au sein des pouvoirs, qui ne sont pas inquiétés. Oui, c'est vrai que cet argument est souvent revenu dans les discussions parce que on s'est rendu compte que ces dernières années, des rapports ont été produits. Par exemple, le rapport de l'OFNAC, le rapport de la RMP, des rapports ont été produits et qui ont épinglé des autorités publiques dans leur gestion. Et voilà, par rapport à la justice, est-ce qu'il y a eu un suivi? Certains citoyens se posent la question. Et finalement, c'est vrai que lorsqu'on se rend compte que dans le cas de Khalifa Sall, par exemple, c'est un rapport de l'IGE qui a épinglé sa gestion. Certains citoyens sont en droit de se demander, est-ce que finalement, pour pas qu'il y ait de suspicions à ce niveau-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que tous ces rapports des organes et cours de contrôle soient rendus publics et que chaque citoyen puisse avoir accès à ces documents-là? Comme ça, je pense qu'on mettra fin à tout ce qui peut être mis sur le sceau de la suspicion. Parce qu'en réalité, tous ces rapports-là doivent être publics pour que les citoyens puissent savoir carrément ce qui s'est passé et comment les gens qui gèrent les biens publics ont eu à gérer l'argent des Sénégalais. Est-ce que la valeur juridique des rapports de l'OFNAC et de l'IGE ont la même valeur juridique, la même portée? En fait, ces rapports sont transmis au chef de l'État. Et puis que je sache, c'est à lui de voir... Les rapports de l'OFNAC sont transmis au procureur? Je songeais plutôt à l'inspection générale d'État. L'IGE, c'est le chef de l'État. Voilà, à l'inspection générale d'État. Donc, ces rapports de l'inspection générale d'État sont transmis au chef de l'État, qui apprécie la suite qu'il va leur donner. Donc, partant de là, à mon avis, il est souverain dans sa manière d'apprécier ces rapports. Mais est-ce que c'est cette donnée qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut peut-être que les rapports de l'IGE ne soient plus transmis au chef de l'État, qu'ils soient transmis directement à la justice, ou bien? C'est du domaine du possible. Autrement dit, ça, c'est à l'autorité d'en décider. Autrement dit, si on estime que en réalité, dans un souci de transparence, il faudrait que ces rapports soient publiés ou bien que le chef de l'État ne soit plus le maître d'œuvre dans l'appréciation de ces rapports. Évidemment, le moment venu, ce sera à l'autorité de proposer les réformes nécessaires dans un souci de transparence. Indépendamment de cela, évidemment, quand un rapport est transmis, il est souhaitable, quand il y a des insuffisances, par exemple, au niveau de la législation, de procéder aux corrections nécessaires pour l'avenir. C'est-à-dire?
Ce que j'entends par correction nécessaire à l'avenir, quand un rapport vous est transmis et que vous sentez qu'il y a des insuffisances ou bien même des incertitudes dans les textes, il faut prendre toutes les dispositions utiles pour qu'à l'avenir, des interprétations douteuses ne puissent plus se faire. Autrement dit, plus un texte est clair, moins les interprétations seront nombreuses. Cette question repose cette semaine la question de l'indépendance de la justice qui a été remise sur la table. Jeudi dernier, votre think tank travaillait sur ça. On a vu la sortie du juge Dem qui a démissionné de la magistrature en disant qu'il a démissionné d'une magistrature qui a démissionné. Quelle lecture, analyse faites-vous aujourd'hui de cette question posée sur l'indépendance de la justice au Sénégal? Oui, l'indépendance de la justice se pose au Sénégal. Beaucoup de citoyens la posent, mais c'est pas juste au Sénégal. Il faut dire que dans la sous-région et même dans les autres pays développés, la question de l'indépendance de la justice se pose aussi avec acuité. Mais ce qu'il faut dire, c'est les dernières sorties du juge Dem. C'est vraiment, on doit réfléchir carrément à cette question parce que de plus en plus on en parle. Et il y a certains éléments qu'on met en avant, notamment on parle beaucoup du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, qui serait un organe à réformer dans le sens où l'exécutif, le président de la République notamment et le ministre de la Justice en sont les président cette organisation-là. Et alors que cette organisation-là aussi a pour objectif non seulement elle permet de voir un peu les nominations par rapport aux magistrats, mais il y a aussi les questions disciplinaires. Cette organisation règle beaucoup de questions en rapport avec la justice. Et le fait d'avoir dans cette organisation-là l'exécutif, cela pose un problème pour certains d'indépendance. Mais moi, je me dis que l'indépendance de la justice, elle est assurée par la Constitution. L'article 88 règle le problème. L'article dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, dans les textes, c'est consacré. Maintenant, dans la pratique, pour moi, il faudrait voir maintenant comment les juges. Parce que il y a quand même quelque chose qui est revenu dans nos discussions de jeudi. On a eu une magistrate qui a dit que l'indépendance du juge, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord individuel. Si un juge, même si on a les plus beaux textes, tout est mis en place, les mécanismes, refuse d'être indépendant, c'est pas la faute des mécanismes. Donc cela pose aussi le problème d'éthique, des questions d'éthique, des questions de morale, et que c'est au niveau de chacun de pouvoir vraiment prétendre à cette indépendance-là. Mais la justice au Sénégal fait son travail, et je trouve qu'il est un peu dommage de vouloir porter l'antenne sur tout un système, toute une corporation, lorsque certains peuvent faire fi de cette indépendance-là. Est-ce que justement l'indépendance de la justice c'est une question de texte ou bien c'est une question d'homme, c'est une question de posture? Cette indépendance de la justice, tout d'abord, je dirais qu'il n'y a pas d'indépendance absolue. Autrement dit, cette indépendance est relative dans la mesure où les différents pouvoirs qui concourent à la marche de l'État doivent en quelque sorte collaborer. Mais chacun de ces pouvoirs a son domaine déterminé. Et donc, c'est dans ce domaine qu'il faut véritablement s'affirmer. Ceci étant donc, les textes doivent être réformés, si possible, mais indépendamment de cela, il y a également le problème de la personnalité. Autrement dit, l'indépendance, c'est une question de caractère. Et donc, disons, l'individu doit s'affirmer. Et il ne s'agit pas de dire il faut qu'on ait l'indépendance. L'indépendance, ça s'acquiert, ça se conquiert. C'est une lutte constante, une lutte sans répit. Et donc, dans ce cadre précis, évidemment, il y a des textes qui brident la liberté des magistrats. Autrement dit, il y a des textes du code pénal, comme du code de procédure pénale, qui interdisent à ce que le juge, j'entends par juge du siège, ait la liberté de manœuvre. Par exemple, en matière de détention provisoire, parfois, c'est les textes eux-mêmes qui disent, je songe à l'article 140 du Code de procédure pénale en matière de détournement de deniers publics, qui estime que lorsque la somme est égale ou supérieure à 1 million de francs, le juge d'instruction décerne obligatoirement mandat de dépôt, sauf s'il y a remboursement ou cautionnement intégral de la somme présumée détournée, ou bien lorsqu'il y a des contestations sérieuses, ou bien encore lorsque l'État
de la personne détenue est incompatible avec la détention, même dans un milieu hospitalier. Donc, vous voyez, dans ces circonstances, le juge d'instruction, il est lié. Il y a également des cas dans lesquels le juge, si vous voulez, de jugement, il peut ne pas avoir suffisamment de liberté de manœuvre dans la manière de prononcer le condamné, la peine prévue, dans la mesure où parfois il lui est interdit d'octroyer le sursis, parfois il lui est interdit d'octroyer les circonstances atténuantes. Et indépendamment de cela, il y a des mesures alternatives à l'emprisonnement. Ces mesures sont bel et bien prévues. C'est au juge de prendre leurs responsabilités et de songer à les appliquer, puisqu'il n'y a pas que l'emprisonnement qui consiste en une peine. Mais pourquoi donc systématiquement on recourt à l'emprisonnement? Oui, c'est vrai que c'est une pratique que l'on voit, et de plus en plus des voix s'élèvent pour dire que il faudrait pas que l'enfermement soit vraiment quelque chose de systématique. Il y a d'autres modes alternatifs qui peuvent être différents de l'enfermement. Et c'est peut-être des pistes qu'il faut essayer vraiment de voir et essayer de développer, parce que lorsqu'on enferme quelqu'un, ensuite il y a la question de la réinsertion plus tard. C'est vraiment des questions difficiles, et il faudrait vraiment que notre justice puisse vraiment se pencher sur ces pistes-là qui peuvent nous permettre de ne pas avoir systématiquement l'enfermement comme mode de règlement de la justice. Mais est-ce qu'à l'état actuel des textes au Sénégal qui régissent la justice, ce sont des textes qui font que les juges ont du mal à être indépendants, ou bien ce sont les juges eux-mêmes qui ne veulent pas de cette indépendance? Certains d'entre eux peut-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que la question de l'indépendance, elle est réglée par les textes. On nous dit que c'est un pouvoir, la justice, au même titre que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Maintenant, les textes sont là, les mécanismes sont là. Maintenant, si on constate que quelque part il y a pas d'indépendance, il faudrait peut-être essayer de voir du côté des hommes. Mais moi je pense que les textes ont réglé cette question-là. Maintenant, c'est dans la pratique, c'est dans la volonté, comme M. Fall l'a dit, c'est aussi dans la pratique qu'on doit pouvoir faire preuve de cette indépendance-là. Et c'est peut-être cela peut-être relève du niveau de chacun dans son conscience. Oui, mais parce que beaucoup de Sénégalais constatent que la plupart des juges préfèrent travailler dans les grandes villes que d'aller dans des régions où ils peuvent travailler. Les affectations posent problème, parce que souvent quand on dit les consultations au domicile posent problème concernant les postes qui sont distribués aux juges. Certains ne veulent peut-être pas aller dans certaines régions. Quand on affecte quelqu'un au Sénégal, par exemple à Kédougou, prend ça comme étant une sanction. C'est un problème. Moi, je pense que la magistrature, la justice, c'est une question de vocation. Qu'on soit affecté à Dakar ou à Diourbel ou en Casamance, pour moi, c'est une vocation, c'est le service public. Vouloir être dans le confort de la capitale, pour moi, ça me pose problème. Il faut, lorsqu'on choisit de faire ce métier-là, de dire qu'on va être au service des citoyens, on ne doit pas être dans un système de confort et essayer de choisir à rester dans la capitale. Et effectivement, si on essaie de rester dans la capitale, cela peut être un élément contraignant pour celui qui nomme. Et pour moi, ça peut créer un problème par rapport à l'industrie de la justice et par rapport à la pression qu'on met sur certains magistrats. Mais pour moi, ça reste une vocation, un état d'esprit. Le juge est indépendant s'il le souhaite, parce que tout est fait pour qu'il le soit. Jacques Fall, concernant justement les affectations des juges pour certains postes, certaines batailles qui se mènent en interne pour occuper certains postes, est-ce que ça ne fait pas quelque part affaiblir certains magistrats dans leur quête d'indépendance? Disons, les magistrats, évidemment, ils exercent une activité déterminée. Autrement dit, ils sont au service de la justice. Partant de là, ils doivent accepter les règles qui régissent en quelque sorte leur magistère. Dans ce cas, évidemment, il est tout à fait possible qu'un juge soit aujourd'hui à Dakar et demain, il peut être affecté à Thiès, au Tambacounda, etc. Donc ça fait partie des règles du jeu. Il est vrai, pour les juges, si vous voulez, du siège, il y a ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité, c'est-à-dire le fait qu'un juge ne puisse pas être déplacé, même à titre de promotion, sans son consentement. Il est vrai, on a trouvé un bémol, c'est-à-dire une exception à la règle, en parlant de nécessité de service. Mais il ne faut pas oublier également qu'on n'est pas juge du siège à vie ou membre du parquet à vie. Parfois, on peut être aujourd'hui membre du parquet, demain juge du siège. Donc, dans ce cadre précis, évidemment,
il est tout à fait normal que de temps à autre, il y ait un changement de chaise. Est-ce que justement les magistrats sont considérés quelque part au Sénégal comme étant les mieux lotis, les mieux payés quand même par rapport à d'autres corporations, même si à chaque fois qu'il y a eu une rencontre avec l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, des revendications financières reviennent sur la table? Il faut l'avouer, les magistrats figurent parmi les fonctionnaires les mieux payés de la fonction publique. Et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que je suis un universitaire. Je sais de quoi je parle parce que j'ai des amis qui sont dans la magistrature et il n'y a pas photo entre, si vous voulez, le traitement d'un magistrat et le traitement d'un enseignant du supérieur. Donc, et pourtant, ils ne sont pas plus diplômés que nous autres. Donc, dans ce cadre précis, je ne suis pas sûr que, évidemment, on puisse toujours invoquer les questions financières. Je vais d'ailleurs parler d'une anecdote à ce propos. Il y a un de mes collègues assistants techniques français qui me disait à l'époque, vous vous plaignez beaucoup de la modestie de vos salaires. C'est vrai, mais quand vous aurez un salaire d'1 million, vous aurez les problèmes d'1 million. Donc, disons, il est toujours indiqué que l'individu veuille avoir plus. Ça, c'est dans le sens de la nature humaine. Mais à mon avis, quand on embrasse une profession, évidemment, la vocation joue, l'amour de la profession, et cela doit être au-dessus de tout. Et pour l'indépendance de la magistrature, est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce qu'avait proposé l'Union des magistrats du Sénégal, le fait que le président ne soit plus membre du Conseil supérieur de la magistrature, que le ministre de la Justice ne siège plus, et qu'il y ait une indépendance totale de ce Conseil supérieur de la magistrature? Il y a une réforme qui a été annoncée par le ministre de la Justice, mais certains aussi disent qu'il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas la République des juges. Le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges. Oui, c'est vrai, mais moi je pense que la magistrature peut se gérer elle-même. Et effectivement, si on regarde bien, même dans les autres pays, il y a eu beaucoup de réformes et d'évolutions. Même la France, qui inspire d'autres modèles institutionnels, depuis 2011, le président de la République et le ministre de la Justice ne sont plus membres, ne président plus le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, ce sont les magistrats eux-mêmes qui le président. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on aille peut-être vers cette réforme-là, et laisser les magistrats eux-mêmes organiser leur conseil. Et comme ça, voilà, ces questions de transparence, cette suspicion qu'il peut y avoir sur les nominations, je pense qu'elle pourra peut-être disparaître. Mais j'ai aussi une chose à dire, c'est par rapport à l'indépendance de la justice. On pense souvent que c'est par rapport à l'exécutif. Mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des forces financières ? Aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose, des forces financières qui peuvent nuire à l'indépendance de la justice. Il y a aussi la pression sociale, la pression familiale. Des juges aujourd'hui qui doivent faire cela avec les familles. Imaginez un peu, au Sénégal, on parle tous de oui, il faut l'indépendance de la justice. Mais dès qu'on a un problème ou un parent a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche tout de suite le numéro d'un juge. Pour moi, ça aussi, ça pose un problème. L'indépendance doit être par rapport à tout le monde, à tous les citoyens, et pas juste vis-à-vis de l'exécutif. Les forces financières, le cercle social, les forces qui sont dans la nation, la justice doit être indépendante par rapport à toutes ces composantes de la société. Il a posé la question des forces financières, il a posé la question de la famille. La tendance qu'ont les Sénégalais, à chaque fois qu'il y a un petit problème, une infraction, d'aller voir le juge pour chercher des arrangements, des pressions familiales, des pressions maraboutiques, des pressions des lobbies. Est-ce que tout ça aussi n'est pas trop sur la tête des juges qui veulent juger, que tu sois juge en même temps, tu sois membre d'une tariqa ou bien membre de tout ça, ça ne joue pas sur la mentalité des juges par rapport à l'indépendance? Le juge est soumis à beaucoup de pression parce que, évidemment, le juge, il est immergé dans une société. Et donc, il reflète à la fois les vertus et les tares de la dite société. Partant de là, donc, disons, l'indépendance d'un juge sénégalais n'est pas comparable à l'indépendance d'un juge français, par exemple. Puisque les sociétés ne sont pas les mêmes, exactement. Les contextes ne sont pas les mêmes, tout à fait. La structure sociale n'est pas la même. Tout à fait. Et donc, cela joue nécessairement sur, disons, sur l'environnement du juge. Et donc, certes, le juge doit s'efforcer d'être au-dessus de la mêlée.
mais s'efforcer d'être au-dessus de la mêlée, c'est de jouer à un certain équilibrisme entre toutes les contraintes qui s'abattent sur sa personne. Donc, il faut l'avouer, c'est un travail redoutable, extrêmement difficile. Mais justement, par rapport à ce qu'on vient de dire sur la société, la façon dont elle marche, la différence entre un juge français qui est dans un pays où peut-être il n'y a pas toute cette grande pression, même si aussi il y a aussi des pressions financières aussi, ailleurs. Parce que est-ce que tout ça ne joue pas par rapport à l'indépendance de la justice, ou bien est-ce que la justice que nous appliquons dans notre pays est conforme à notre culture, à nos schèmes sociaux? Oui, moi je pense que M. Fall a raison, parce que je pense que le métier de juge, de magistrat est très difficile vraiment dans nos pays, parce que il y a beaucoup de composantes, il fait face à pas mal de choses qui peuvent finalement entacher son travail. Mais comme je le dis encore, je le répète, pour moi l'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit. Si il y a un contexte particulier à nos sociétés, qui est que la famille, les gens ont tendance systématiquement à rechercher le numéro de téléphone d'un juge lorsque quelqu'un a des démêlés avec la justice. Pour moi, il doit faire fi de toutes ces difficultés-là pour pouvoir vraiment juger en toute impartialité, en toute indépendance. Parce qu'il a fait un serment, il faut le rappeler. Le juge, lorsqu'il sort de l'école de formation, avant de prendre son poste, il fait un serment. Mais est-ce que est-ce que la justice telle qu'elle marche chez nous, parce que nous on passe tout le temps à copier tout ce qui se passe en France, pratiquement c'est le même texte qu'on applique ici, est-ce que ces textes sont adaptés à notre schème social? Est-ce qu'il faut réformer la justice par rapport, nous, à notre culture? On peut toujours réformer. C'est vrai que c'est une question que l'on peut poser. Comment arriver à mettre dans les meilleures conditions le juge en prenant en compte tout ce contexte social, économique, voilà. Mais je pense que c'est une question qui se pose. On pourra forcément y réfléchir dans les années à venir pour pouvoir permettre aux juges d'être dans ces meilleures conditions-là. Mais je pense qu'on ne peut pas penser qu'un contexte social difficile peut entacher vraiment l'indépendance d'un juge. Je pense que c'est un métier difficile. Il faut que lui aussi puisse se hisser à ce niveau-là et dire que ce qu'il fait forcément dépend lorsque le juge prend une décision, c'est quand même la vie d'un justiciable qui peut être qui peut quand même avoir des conséquences assez terribles par moment. Donc son indépendance, c'est à lui de le garantir et de savoir qu'il détient un service public. Oui, justement la différence dans la façon de gérer les dossiers judiciaires, on en arrive. Ça nous permet d'aller dans le troisième point de notre débat par rapport au dossier Karim Wade. Au Sénégal, la CRI est reconnue dans l'arsenal juridique sénégalais. L'enrichissement illicite est combattu au Sénégal. La saisine des biens est consacrée par la loi au Sénégal. Alors qu'en France, la saisine des biens par rapport à l'enrichissement illicite n'est pas dans l'arsenal juridique. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui que la volonté de l'État du Sénégal de saisir les biens de Karim Wade en France, ça n'a pas pu prospérer. Oui, dans l'affaire Karim Wade, évidemment, c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a condamné M. Karim Wade. Et il faut rappeler qu'on est en présence d'une juridiction d'exception, c'est-à-dire d'une juridiction dont les règles de gouvernance sont dérogatoires au droit commun. Il faut rappeler qu'avant même que la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne soit réchauffée, puisqu'en réalité elle n'a pas été supprimée, elle avait été mise en veilleuse, il y a une éminente personnalité sénégalaise, M. Ousmane Camara, que je salue très respectueusement, un grand homme d'État, de par son ossature morale et son envergure intellectuelle. Il avait, dans ses mémoires, intitulées « Mémoires d'un juge africain, itinéraire d'un homme libre », l'ouvrage est paru en 1990, en 2010 je crois, 2010. Dans cet ouvrage, il rappelle qu'en tant que président de la Cour d'appel, M. Abdou Diouf avait souhaité le nommer président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, puisque le président de la Cour d'appel était normalement nommé comme président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite.
à l'époque, il avait saisi le chef de l'État et lui avait manifesté sa volonté de ne pas présider à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, puisqu'il estimait que cette juridiction heurtait sa conscience de magistrat. Et donc, le chef de l'État de l'époque, M. Abdou Diouf, lui avait prêté une oreille attentive et la juridiction avait été mise en veilleuse. Une juridiction mise en veilleuse ne signifie pas une juridiction supprimée. Mais néanmoins, on n'a plus parlé de la CREI. Sous tout le magistère de Diouf, disons, après quelques condamnations. Puis, sous le magistère de Wade, on n'en a plus parlé. C'est uniquement avec l'avènement de l'actuel président de la République que cette cour a été quelque peu réchauffée. Il s'agit d'une juridiction d'exception. Donc, les règles sont dérogatoires au droit commun. Et il faut l'avouer, les critiques ont été émises. Personnellement, je suis intervenu sur beaucoup de débats où j'ai insisté sur certaines règles qui ne facilitaient pas une justice équitable au niveau de cette juridiction. Il y a mise en cause de la présomption d'innocence. Il y a le fait que, normalement, c'est à la personne accusée d'apporter les preuves de son accusation, alors que cela devait revenir au ministère public. Il y a également le fait qu'il n'y a pas possibilité d'interjeter appel. Il y a également, disons, un mépris de ce qu'on appelle le délai de prescription de l'action publique. Puisque quel que soit le moment de l'enrichissement, même si cela date de 20 ans, on peut toujours vous attraire. Or, en principe, quand une infraction est caractérisée, il y a des délais durant lesquels il faut agir, faute de quoi on ne doit plus en parler. Tout cela est un peu méprisé souverainement par les textes concernant l'enrichissement illicite et la CREI. Donc, cette juridiction est tout à fait critiquable. Et vous voyez, il est pourquoi j'ai cité M. Ousmane Camara, puisque au moment où il sortait ses mémoires, on ne parlait plus de la CREI. Absolument. Donc, ses propos ont une pertinence indiscutable. Malgré cela, la CREI a été réchauffée. Et toujours dans le même ordre de critique, il faut l'avouer, il y a eu des irrégularités. Parmi ces irrégularités, il y a le fait que M. Karim Wade a exercé des fonctions ministérielles. Et quand vous commettez un crime ou un délit lors de l'exercice de vos fonctions, vous êtes redevable de la Haute Cour de justice. Même les dispositions de la Cour de répression de l'enrichissement illicite prévoient ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Ce privilège de juridiction n'a pas été respecté, puisqu'en principe, M. Karim Wade aurait dû relever de la Haute Cour de justice. Bref, malgré tout cela, la condamnation a été faite. Et donc, il s'agissait d'appliquer en quelque sorte la décision. Parmi les modalités d'application de la décision, il faut saisir les biens de M. Karim Wade et de ses amis. Et donc, la France a été saisie par le biais de ses juridictions pour permettre l'exécution de la dite décision. Dans ce cadre précis, évidemment, les juridictions françaises ont débouté l'État sénégalais. C'est-à-dire qu'au fond, le souci de vouloir saisir les biens de M. Karim Wade en France, ce souci a été couronné par un échec. Parce qu'en France, c'est pas prévu. Oui, il y a, si vous voulez, en matière d'entraide répressive internationale, il y a ce qu'on appelle le principe de la double incrimination. C'est-à-dire, le pays qui souhaite que la décision soit applicable dans un autre pays, il faut que ces deux pays soient liés par une convention. Même si cela n'est pas obligatoire, mais généralement, c'est ce qui intervient. Autrement dit, il faut la présence d'une convention internationale. Cette convention prévoit le principe de la double incrimination, c'est-à-dire le Sénégal, pour le cas d'espèce, et la France doivent avoir dans leur législation respective des dispositions semblables, je ne dis pas identiques, relativement à l'infraction concernée. Mais cette infraction-là, il n'y a pas de disposition semblable, c'est ça?
les juges français ont estimé qu'il n'existait pas dans leur arsenal répressif une infraction comparable à l'enrichissement illicite. Ok. Et donc, cela a entraîné l'échec, si vous voulez, de la procédure en France. En clair, les biens de M. Karim Wade et de ses acolytes leur restent en toute propriété. Ils vont en jouir en toute quiétude en France. Donc, au niveau de l'évaluation de cette fameuse traque des biens mal acquis, il faut retrancher désormais les biens. Ce qui est calculé au niveau de la. Voilà, exactement. Il faut retrancher tout ce qui est relatif aux biens de M. Karim Wade et de ses acolytes en France. Par rapport à cette CREI aujourd'hui et cette juridiction en France. Oui, et M. Fall l'a rappelé, il s'agissait d'une demande d'entraide judiciaire entre la France et le Sénégal qui a été émise en 2015, si mes souvenirs sont bons. Effectivement, on a une décision quand même qui est là, qui fait que l'État sénégalais est débouté et que les biens restent entre les mains de monsieur Karim Wade. Et même, je ne sais même pas s'il y a possibilité de recours, parce qu'il me semble que c'est le parquet financier français. C'est clos. Ouais. Le parquet financier français qui a la main sur un recours, mais pas l'État du Sénégal, si j'ai bien vu les textes. Donc voilà, ça va dans le sens quand même de M. Karim Wade. Mais oui, on a deux juridictions. On a la juridiction française et la juridiction sénégalaise. Ce qui, on a vu la procédure, ce qui s'est passé ici, la condamnation. Mais en France, on a une décision qui est tout autre. Et donc peut-être il faut essayer de voir pourquoi le délit d'enregistrement illicite. Il y a un problème d'harmonisation des textes. Oui, je pense que c'est sur la qualification que l'État français peut-être a jugé que le délit d'enregistrement illicite n'avait pas d'équivalence, si j'ai bien compris, en France. Donc on a deux juridictions dans deux pays différents qui ont des décisions différentes sur une même personne. Donc il faudrait qu'il y ait peut-être une convention entre les deux pays par rapport à ces genres de... Non, en fait, la convention, elle existe. Elle existe, ok. Le principe de double incrimination, de la double incrimination signifie que dans les deux pays concernés, chacun des pays a dans son arsenal répressif une infraction comparable à celle de l'autre. Or, ici, le Sénégal a un délit qu'on appelle enrichissement illicite. Un délit comparable n'existe pas en France. D'accord. Pour terminer, la zone de la ZLEC qui a été mise en place au niveau de l'Afrique du Sud, dans le commerce concernant aujourd'hui les pays africains, certains estiment que c'est une très bonne chose pour le commerce africain. D'autres semblent s'inquiéter en disant que pratiquement toutes les économies africaines sont identiques. C'est des économies d'exportation, que ça peut affaiblir davantage l'Afrique. Tout dépend de ce qu'on entend par cette zone de libre-échange. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que si on arrive à avoir un marché continental qui est de près d'1 milliard de personnes et que les pays ont signé des accords, un accord continental pour pouvoir faire du commerce entre eux, c'est une très bonne chose. Maintenant, il est vrai qu'on a vraiment des économies qui sont plus portées sur l'exportation des matières premières, et ça peut poser un problème, surtout même la question de la diversification de nos économies. Parce qu'en général, ce qui se fait, c'est qu'on essaie de mettre en place des critères de convergence entre les économies pour pouvoir assurer la force de ce bloc commercial. Mais je trouve que c'est vraiment une chose à saluer que l'Union africaine soit à la manœuvre pour pouvoir permettre à ce que les pays africains soient dotés d'un marché économique aussi fort. Maintenant, nous avons vu que le Nigeria ne semble pas aller dans le sens de ce marché continental et a émis des réserves. C'est un acteur économique important dans le continent, c'est la première puissance économique. Il faudrait vraiment que le Nigeria puisse venir autour de la table, au-delà des inquiétudes qu'elle peut avoir par rapport à son marché. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria aussi a envie de faire du Made in Nigeria et être aussi une force économique. Il faudrait que tous les pays de la région puissent vraiment croire en ce projet-là et l'apporter. Et ça peut vraiment faire un bond assez intéressant pour les pays africains quand même, avec, comme je le répète, un marché de plus d'1 milliard de personnes. Pour moi, c'est une excellente chose qu'on soit arrivé à ces décisions-là. Maintenant, il faut la conduire, il faut mettre en place des mécanismes et il faut rapidement que cela puisse se faire.
Mais est-ce que la faiblesse justement de cette zone, c'est pas le fait que les pays africains pratiquement font la même chose, on est pratiquement les mêmes économies identiques, par exemple le Sénégal, le Mali, la sous-région, les gens font la même chose, faire exporter les produits bruts qui sont transformés, qui reviennent dans le marché. Est-ce qu'il n'y a pas de neutralisation des économies? C'est les questions à poser, la question de l'industrialisation, la question de la diversification de nos économies. Il ne faudrait pas commencer par là? Oui, justement, mais je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. On peut se poser ces questions légitimement, mais le fait aussi de vouloir mettre en place un marché continental pour les Africains, c'est une excellente chose. Il faut vraiment que nos États puissent y croire et qu'on se donne les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on a, par exemple, je sais pas, l'Algérie qui peut faire du commerce avec les Lesotho, alors que on est au nord du continent, on est au sud du continent. C'est des mécanismes à rapprocher. Il faut que les pays se rapprochent et qu'on se dit que c'est en mettant en place un marché économique continental fort que chacun pourra tirer son épingle du jeu, malgré les problèmes que vous soulevez sur la diversification de l'économie et le caractère important aussi des exportations des matières premières. C'est les questions qui se posent, mais pour moi, je salue vraiment la mise en place de cette zone et il faut encourager cette... M. Ndiakfa n'est pas très économiste, mais on peut parler quand même d'aujourd'hui des difficultés même qu'ont les Africains à voyager sur le continent. Le problème de déplacement, par exemple, si vous voulez aller au Togo aujourd'hui, il vous est difficile d'y aller que de quitter Dakar et aller à Paris. Oui, tout à fait. Mais vous me permettrez, avant d'en venir à ce volet, de donner quelques précisions. Tout d'abord, contrairement à certaines insinuations à propos de l'affaire Karim Wade, les juges français ont respecté la souveraineté du Sénégal en prenant acte de la décision de la CREI. Autrement dit, les juges français n'ont pas critiqué le fonctionnement de la CREI, pas du tout. Ils ont pris acte de la décision, mais en estimant, pour des raisons propres, disons, à la législation française, que la décision ne pouvait pas s'appliquer. Ils ont jugé selon la législation française? Absolument. Avec le respect du principe de la double incrimination. J'ajoute également que une décision comparable a été prise au Sénégal à propos de l'affaire Hissène Habré, puisqu'à un moment donné, la Belgique avait souhaité qu'on lui livrât M. Hissène Habré. Et donc, cette demande a été présentée à la chambre d'accusation, qui, je me souviens, avait rejeté cette demande, du moins avait émis un avis défavorable, en estimant, puisqu'il y a eu 2 demandes belges, mais la première concernait, disons, le fait que M. Hissène Habré devait être livré pour génocide, crime contre l'humanité, etc. À l'époque, la chambre d'accusation avait estimé que ces dispositions n'étaient pas encore dans le code pénal sénégalais. Donc, il y avait l'échec du principe de la double incrimination. C'est après que le législateur sénégalais a inséré ces dispositions. Donc ce n'est pas une première, ce n'est pas une grande surprise à propos de ce problème du principe de la double incrimination. D'accord. Et par rapport à la zone de libre-échange en Afrique, aujourd'hui, les difficultés qu'ont un Africain, un Sénégalais, de quitter Dakar, aller au Togo, alors qu'il est le plus facile de quitter Dakar, d'aller à Paris? C'est extrêmement gênant puisque ça découle des avatars de la colonisation. Et donc, il faut une forte volonté politique dans le sens de l'intégration. Quand on parle de volonté politique, ce n'est pas uniquement au niveau des déclarations. Il faut que les actes soient quotidiens. Et donc, c'est uniquement dans ce sens, avec la persévérance, avec le sérieux, qu'on y parviendra. Voilà, point final à Rémi Ménage. Je recevais M. Ndiakfa, qui est spécial droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Babacar Ndiaye, coordinateur de Think Tank citoyen chez un club de réflexion, Wati, diplômé en sciences politiques et en relations internationales. À la technique, Vincent Diop, au micro, Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous et bonne fête de Pâques à tous les catholiques du monde.